Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse pour une nouvelle interview, cette fois-ci d'un auteur que je trouve brillant et que beaucoup d'adolescents adorent, des lycéens. Tes livres se passent de main en main, il y a quelque chose de très émouvant, de drôle, d'authentique, de transparent, ta manière d'écrire très intéressante, beaucoup plus de style blogueur. D'ailleurs, tu es un blogueur à l'origine ou un prof, on se demande? Je suis pas du tout blogueur. On m'a demandé pourquoi j'écrivais pas un blog plutôt qu'un roman, et ça m'aurait pas rapporté grand chose de faire un blog, pour dire les choses concrètement. Non, je suis pas blogueur du tout, c'était juste le format qui était qui était idoine en fait pour l'époque dans laquelle je suis, dans laquelle est mon personnage, et puis pour exprimer des choses sur une culture. Je l'explique souvent, mais si j'avais écrit un journal intime, le personnage avait pas de raison d'expliquer ce qu'il y avait autour d'elle. Elle se serait pas dit à elle-même voilà mon lycée, voilà comment ça marche, etc. Et donc voilà, je suis tombé sur le blog en faisant des essais pour écrire. Et ça t'est devenu d'où cette idée? Parce que bon, là, je tiens dans les mains J'ai avalé un arc-en-ciel qui était ton tout premier, je crois qu'il est sorti en mars 2017. Après, il y a eu celui-ci, J'ai égaré la lune. On est toujours aux éditions Nathan Jeunesse, donc ton premier roman, finalement, direct chez Nathan, bravo. Parce que c'est quand même une grande maison d'édition. Et puis, t'en as encore d'autres, t'as Les Chevaliers des Gringoles. Et là, t'as le dernier qui est sorti. Enfin, tu as quand même écrit énormément. Donc, c'était ton job du soir, puisque dans la journée, tu es quand même un prof de lettres étrangères, c'est ça? Ouais, c'est ça, on dit FLE, français langue étrangère. Donc c'est le job. Ouais, voilà. Donc c'est le job que j'avais quand je travaillais dans le lycée de Puce du premier roman. Donc je leur enseignais le français donc aux élèves américains. Et effectivement, j'écrivais tous les soirs en rentrant. Donc je travaillais de 8h à 16h. Après, je rentrais chez moi et puis j'écrivais. Alors j'écrivais pas J'ai avalé un arc-en-ciel. J'écrivais en anglais en fait aux États-Unis des romans avec un ami à moi. On collaborait et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Je me couchais vers minuit, 1h, mais c'était pas un travail, c'était juste que je cherchais à m'améliorer, à m'entraîner, à faire mieux, parce que ce que j'avais, si je le reprenais un mois plus tard, ça me faisait grimacer, et ce qui voulait dire que c'était pas encore au point, quoi, parce que voilà. Et du coup j'ai fait ça longtemps. Après, quand j'ai décidé d'écrire J'ai avalé un arc-en-ciel, je me suis mis là à plein temps, on va dire. J'ai démissionné du lycée, donc je suis allé m'installer dans un appart à côté de la mer en Bretagne, et j'ai écrit intensivement pendant 4-5 mois. Voilà, en étant en contact avec mes élèves du lycée pour avoir toutes les anecdotes, toutes les réponses à mes questions, etc. Parce que ça se passe, une bonne partie se passe aux États-Unis, au Japon, on sent qu'il y a du vécu quand même derrière tout ça. Ah ouais, il y a énormément, c'est même abusé, je pense, tellement il y a de vécu. Heureusement, les gens me disaient toujours non, c'est bon, tu peux le mettre dedans, ça me dérange pas, ça me fait rire. Donc dans le premier, il y a beaucoup de vécu de mes anciens élèves, donc c'est vraiment eux qui m'ont raconté les anecdotes qui font rire souvent maintenant les lecteurs. Par contre, dans J'ai égaré la lune, c'est beaucoup plus mon vécu à moi. C'est un peu aussi des choses qu'on m'a racontées, mais c'est beaucoup de choses qui me sont arrivées dans le métro, dans Tokyo, et donc là c'était différent parce que j'ai fait les recherches pendant une année en sachant que j'allais écrire le livre. Donc du coup, tout ce que je regardais, tout de suite je notais, je me disais ça va faire marrer Puce, ça l'intéressera pas forcément, alors que moi ça m'intéressait peut-être, mais par contre Puce avait peut-être rien à dire là-dessus. Donc tout ce qui pouvait l'intéresser, je notais, et puis tout ce qui m'arrivait qui était un peu soit humiliant ou rigolo, il y avait des choses, je notais, et puis après j'ai mis ça dans le livre après, quoi. Oui, parce que tu es très actif sur Instagram et tu dis à un moment que certaines des choses dont tu parles dans le livre sont liées à des notes que tu avais prises un peu plus jeune à l'âge de Puce. Est-ce que c'est le cas et que tu as pu réutiliser après, ou c'est vraiment plutôt basé sur les étudiants que tu as rencontrés? Non, c'est vrai, par exemple dans J'ai égaré la lune, il y a le concept de diversion. Puce dit que tout est diversion, enfin quelqu'un lui apprend ça dans le livre. Une diversion par rapport au fait qu'on va mourir, voilà, c'est quelque chose qu'on sent tous, qu'on est en train d'essayer de s'occuper pour pas penser à ce qui nous attend. Ça c'est un truc que j'ai écrit, il y a des phrases que j'ai écrites quand j'avais 19 ans, et donc effectivement j'ai retrouvé ça dans mes notes et ça correspondait au moment dans lequel se trouvait Puce, et donc ça a plutôt bien collé, voilà. Mais c'est une minorité de choses qui sont dans le livre que... Parce que Puce, dans le premier, a 17 ans, après elle a 19 ans, c'est cette fille de Montpellier, c'est ça, hein, elle est franco-américaine, et elle a quand même des idées, par exemple cette idée de diversion, en effet. Est-ce que c'est ta propre pensée maintenant, avec du recul, et avec toutes ces années, qu'en effet on est un peu dans un état d'esprit, we entertain ourselves, comme on dit en anglais. Je sais que tu es bilingue, donc là je peux sortir mes petits mots en anglais quand j'en ai un qui bloque, mais est-ce qu'on est en train de simplement se divertir pour passer le temps, ou il y a une plus grande signification pour toi à la vie? Bah non, en fait j'ai toujours un peu deux réponses, parce que souvent on me demande pourquoi j'écris. Ma réponse première, elle est un peu sombre pour le coup, c'est il faut bien que je m'occupe en attendant de mourir, quoi. C'est un peu l'idée, quoi.
Et après, parce que les gens attendent, je veux laisser une trace dans l'histoire, je veux que, franchement, voilà, peu importe, hein, quand je serai réduit à l'état de poussière, le fait que j'ai laissé des livres, je pense que ça change rien. Donc, ouais, effectivement, je pense que l'écriture, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est ce qui me plaît le plus maintenant, là. C'est ce qui me permet de ne pas avoir un bureau et un patron, des choses que j'ai testées un peu quand j'ai travaillé, quand j'étais à la fac, etc., et qui m'ont un peu gonflé. Là, t'as un patron, c'est Nathan. Hein. Alors justement, parce que c'est plus une collaboration, c'est pas comme ça que ça marche, je suis pas leur employé, donc on a des discussions, on a des frictions parfois, mais on a beaucoup de choses qu'on s'apporte l'un l'autre, donc c'est vraiment une relation ça devrait être une relation de symbiose entre un éditeur et un auteur, et c'est beaucoup plus intéressant à mon sens qu'un rapport de hiérarchie, où il y a, des ordres ou des choses comme ça, là c'est pas du tout le cas, donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça je trouve. Voilà. On sent qu'il y a cette envie dans ton écriture de se sentir très proche du lecteur et on est là tous ensemble, on s'unit d'ailleurs, le symbole de l'arc-en-ciel, d'être dans cette, moi aussi j'utilise, et dans le symbole de l'union, de moins créer des différences et des strates, et tu vois ce côté pyramidal que tu décris en entreprise, mais qui peut se sentir aussi habituellement dans certaines lectures. Là on sent que tu es intime. Et c'est important pour toi et tu arrives à parler de certaines choses qui sont pas simples des fois. Et tu te livres et on sent qu'il y a ton émotion. Donc c'est un caractère, mais quelle est la différence entre toi et ce personnage ? En fait, il y a une différence entre le premier et le deuxième livre, parce que le premier livre, je l'ai écrit un peu dans l'ombre, et je savais pas du tout ni s'il allait être édité, s'il était édité, s'il allait être lu par 10 personnes, par 20 personnes, je savais pas du tout. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux à mon sens. Je me suis concentré pour bien travailler. Et après, quand j'ai eu l'opportunité d'écrire la suite, c'était différent, parce que j'avais beaucoup de gens qui m'avaient contacté entre-temps, qui m'avaient écrit pour m'expliquer les émotions que le premier livre leur avait procuré, etc. Donc je m'adressais pour de vrai, cette fois, à eux. Des gens, j'avais conscience de leur existence. Et donc c'est peut-être pour ça que dans le premier livre, Puce vous voit le lecteur, et dans le deuxième, elle le tutoie, elle dit bon, ça y est, on passe un cap, maintenant on se connaît. Et c'est surtout l'idée que, en fait, dans la vie, je trouve qu'il y a des gens avec qui on parle la même langue et d'autres avec qui on parle pas la même langue. On se comprend pas bien, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et sur le premier, bon, c'était un peu une bouteille à la mer, comme dit Puce. Je savais pas si quelqu'un allait la récupérer. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui parlaient la même langue, pas que moi, mais que Puce. Et donc dans le deuxième, elle était à l'aise, j'étais à l'aise de me dire ok, il y a des gens qui parlent la même langue, qui sont derrière elle, qui comprennent ce qu'elle veut dire, qui ont bien saisi les messages du premier, et je pouvais y aller à fond, quoi. Et donc c'est ce qui fait j'étais plus intime avec les lecteurs, et elle aussi dans son blog, quoi. Elle est plus prête à faire ça maintenant, elle a plus de confiance peut-être, et voilà. Il y avait clairement des messages précis qui étaient prédéfinis avant d'écrire, ou ils se sont présentés au fur et à mesure et plus t'as embarqué dans des histoires auxquelles tu t'attendais pas ? Ouais, non, il y a plein de choses que j'avais pas prévu d'écrire. Après, sans rentrer dans les détails, ce que mes lecteurs savent sûrement pas, c'est que j'ai 32 ans. La pire période de ma vie, clairement, ça a été les 6 mois pendant lesquels j'ai écrit le livre pendant 1 an. Il y a eu 6 mois qui ont été les pires de ma vie. Et donc, ça a fortement impacté l'écriture du livre. Donc j'avais prévu de parler de la vie, de la mort, de l'amour, de choses vraiment un peu plus denses et profondes que dans le premier, mais j'ai vraiment eu les outils pour le faire, parce que j'avais les émotions moi-même qui ressortaient. Donc du coup tout ça s'est mélangé dans ce que j'avais prévu de faire, et c'est devenu ce que c'est devenu. Et peut-être que si j'avais eu un destin différent, avec une vie différente, J'ai égaré la lune aurait été un livre avec 60% de choses identiques, et puis 40% complètement différents. Et ça, je pense que ça se passe toujours comme ça pour les auteurs. Et on est toujours influencé par ce qu'on voit, ce qu'on lit et ce qu'on vit. Et donc du coup, là, c'est particulièrement le cas sur le deuxième. Ouais. Tu as été plus satisfait, c'était ça, de ton deuxième ou du premier ? Tu disais que donc c'était plus abouti. Hein. Ouais, moi en tant qu'auteur du machin, je me dis ouais, je pense que j'ai fait mieux, etc. Et puis parce que Puce, j'ai pu la faire mûrir un peu, parce qu'elle était un peu plus vieille. J'avais plus les ados que j'avais comme modèle dans le premier livre, où je voulais un peu coller à des choses qui disaient parfois ou qui pensaient, qui n'étaient pas forcément. Là, j'étais plus proche de Puce dans le deuxième. Après. Les livres, c'est toujours un peu, c'est comme des bébés, donc demander lequel on préfère, c'est un peu comme demander à un parent lequel de ses enfants il préfère. Ils ont chacun a son histoire, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a écrit un livre et qu'on c'est fini, on passe un peu à autre chose, donc on est sur le prochain déjà. Donc c'est toujours compliqué pour moi de reparler de quelque chose que j'ai fini, mais voilà, ils font tous partie maintenant de ma vie quand même, parce que voilà. Et ce serait intéressant de savoir sur quoi tu travailles maintenant, mais j'ai des petites questions par rapport à J'ai égaré la lune. Donc tu parles à un moment d'un certain Lucien.
Est-ce que tu pourrais m'en parler plus de cet architecte de vie ? Alors Lucien, c'est l'ange gardien architecte de vie de Puce. Donc elle l'a mentionné dans le premier livre, mais elle n'avait pas un prénom encore. C'était une façon pour elle d'exprimer l'idée du destin, du libre arbitre, de la nature. Tous ces concepts-là, on ne sait pas trop, et peut-être même de Dieu en fait, parce qu'elle dit plusieurs fois qu'elle ne croit pas vraiment en Dieu, etc. Mais on a tous besoin d'une notion un peu plus concrète. Donc elle s'adresse à son ange gardien architecte de vie. Et dans le deuxième, elle a carrément donné un prénom. Pourquoi ? Juste parce que moi, j'avais une limite de signes aussi à écrire avec Nathan. Et Lucien, c'était plus court aussi. Et c'était sympa qu'elle devient plus proche des lecteurs, mais elle devient plus proche aussi de son destin ou de son ange gardien et de tout ce qui l'attend, quoi. Voilà. Elle l'affronte. Il y a quelque chose en effet de plus mûr chez elle et elle s'ouvre, parce que tu parles quand même de méditation à un moment. De méditation guidée où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et elle va chercher dans des vies passées même. Pourquoi avoir décidé de mettre ça ? Parce que c'est vers la fin en plus du livre. On sent qu'il y a quand même une grande ouverture là par rapport au précédent. Parce qu'elle est prête tout simplement, elle a compris des choses. Coup dur aussi quand même. Problème de santé ? Ouais, mais tout ça, encore une fois, tout ça, c'est issu de choses qui me sont vraiment arrivées. Donc, le voyage vers une vie antérieure, l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, c'est des choses dont j'ai fait l'expérience, qui me paraissaient tout à fait dans le thème de mon sujet, finalement, qui est vivre avec un V majuscule, tout de suite. Et même le Japon, j'aurais pu faire une suite aux États-Unis, mais pour parler de la vie, de la façon dont on mène nos existences, qu'est-ce qu'on en fait de ces années qu'on a sur Terre, le Japon, c'était le pays parfait pour moi, parce qu'ils ont tellement une façon de vivre avec un grand V différente de la nôtre, qui pose question. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien ? Est-ce qu'ils ont raison sur tel sujet ? Plus se posent ces questions-là, comme moi je me les suis posées, j'ai vu des choses où je me suis dit ils ont raison, ils ont tout compris, et d'autres choses beaucoup plus que nous, et d'autres choses je me suis dit là ils n'ont pas du tout compris par rapport à ce que je pense être le grand vivre, quoi. Donc c'est pour ça que tout se rejoint dans ce livre-là, et pour moi l'hypnose et l'idée de passer vers une vie antérieure ou d'imaginer ce qu'on a pu vivre avant, ça correspond à la même réflexion. Finalement, qu'est-ce qu'on fait ici ? Est-ce qu'il y a autre chose après ? Souvent on dit on n'a qu'une vie, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ? Oui. Donc tout ça, c'est la même réflexion un peu. Mais c'est des questions que tu t'es posées à un moment, parce que tu en parlais sur Instagram, que l'auto-hypnose est quelque chose que tu as toi-même essayé ? Oui, en fait, ce que raconte Puce, encore une fois, c'est 90% de cette scène-là, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc voilà. Oui, je me suis posé ces questions. La question, c'est ce qu'on vit quand on fait un passage vers une vie antérieure. Est-ce que c'est vraiment une vie antérieure ou est-ce que c'est une sorte de rêve éveillé qui touche à notre subconscient, à notre inconscient ? J'ai pas la réponse. Après, j'ai une idée et puis ça fait du bien. Ça fait du bien à Puce ? C'est incroyable parce que ça donne de l'espoir en fait. On est dans le désespoir de savoir que ça va s'arrêter, qu'on ne pourra rien faire avec la vie. Mais l'idée de mettre un pied dans quelque chose qui est... c'est plein d'espoir. Se dire, il y a peut-être autre chose. Puis c'est plein d'émotions, de sentiments. C'est un peu une bouillie comme ça, confuse, mais vraiment brûlante et dense. Et donc Puce, quand elle se réveille de ça, elle pleure à chaudes larmes. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi parce que j'ai un peu vu de la lumière, quoi. Et donc ça, on ne peut pas passer à côté. C'est super intéressant. Et elle comprend des choses qu'elle a vécues avec Eden, elle comprend des choses qu'elle a vécues dans certaines des relations. C'est-à-dire que ce petit grenouillage-là lui a rappelé quelque chose qu'elle vit et qui, en effet, est de l'amour. Je veux dire, cette vie passée est en lien direct avec sa vie présente, quand même. Il y a un lien qui est fort. Bah oui, c'est ça, parce que le cliché un peu dans les histoires d'amour, c'est que ce soit à Hollywood ou dans les livres ou ailleurs, c'est est-ce que c'est mon âme sœur, est-ce que c'est la bonne personne, etc. Donc quand on a 19 ans, 20 ans, ça paraît être un peu tôt pour se poser ce genre de questions, mais... pas du tout. Il y a des gens qui sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans, je veux dire, donc forcément, plus les lecteurs se la posent cette question. On se demande si elle est avec Eden dans le premier, dans le deuxième, est-ce qu'elle va rester avec Eden, est-ce qu'elle est faite pour être avec elle, ou est-ce qu'elle s'est trompée, est-ce qu'après 3 ans, peut-être leur relation, elle est consumée, il est temps de passer à autre chose. C'est ces questions-là qu'elle a dans la tête. Donc le fait de visiter une vie antérieure, ça touche un peu à ces idées d'amour éternel, au-delà même de la vie, qui sont un peu... Après, j'ai essayé d'avoir la patte légère là-dessus, parce qu'on peut vite tomber quand même dans ce que Puce appellerait le fromageux. Donc voilà, mais je trouve que c'est un sujet intéressant, ouais, c'est sûr. Et le côté amour, alors, parce que forcément on est obligé d'aborder, moi j'ai envie d'aborder la sexualité avec toi sans aller trop loin non plus, parce que je comprends que tu n'as pas envie de tout dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie... C'est croustillant tout ça, mais je pense que ce qui a parlé aussi dans ton livre à des jeunes adultes, le cap 15-18 ans, c'est qu'ils se reconnaissent, d'après ce que j'ai cru comprendre,
dans ce sentiment amoureux qui peut se développer avec un homme comme une femme. Et on est moins dans ces labels, on est moins dans ces stéréotypes. Et quelque part, Puce aurait pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre et c'est tombé sur Eden. Bah oui, moi j'explique souvent que j'ai pas décidé d'écrire un livre sur 2 filles et c'était mon but. Non, comme je l'ai dit déjà. C'est pas un gros fantasme. Pas du tout. L'idée, moi j'essaie juste d'être juste. Après, on peut dire que je me trompe ou pas. Moi je fais ce que je peux. Après, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais disons que mon sujet c'était le lycée. Après, j'ai créé Puce, voilà, j'ai écrit l'intro 50 fois et quand j'ai à la 51e fois, grosso modo, je suis tombé sur Puce, ça y est, je l'avais, je pouvais passer un bout de vie avec elle et c'était incroyable comme émotion, elle était réelle, elle était dans ma tête et maintenant elle existe dans ma tête. Après, dans le cœur, hein. Ouais, je dis la tête et puis je touche mon cœur, c'est marrant, hein, c'est un lapsus gestuel. Et après, bon, de qui elle peut tomber amoureuse. Et Eden était juste la personne pour moi qui correspondait le mieux. Et je m'en faisais pas des tonnes. Le fait que ce soit 2 filles, voilà, si moi je tombe amoureux d'un garçon maintenant, demain, je m'en fais pas des caisses à ce sujet-là. Mais c'est vrai que beaucoup de lectrices, de lecteurs se sont identifiés à cette problématique, ce que je comprends très bien et ce qui me fait énormément plaisir, parce que je reçois beaucoup de courriels de jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient franchi un cap ou ils avaient fait des choses parce que Puce quelque part les y a encouragés et Puce n'est pas dans le rejet du tout des étiquettes pour les autres, c'est-à-dire voilà, on m'a par exemple l'étiquette bisexuel ou gay ou homosexuel, c'est pas par hasard si le mot bisexuel n'est pas dans le premier livre, mais Puce, ça l'intéresse pas de se poser les questions en ces termes-là. Ce qui l'intéresse, c'est de se dire est-ce que les sentiments sont là ou pas là, et puis après adviendra ce qu'il adviendra, mais Comment tu as réussi à te mettre dans la peau d'une femme ? Alors j'ai fait. T'adresser à des femmes principalement. Ouais. Alors déjà, j'étais pas sûr d'y arriver, donc moi j'étais un peu en stress quand j'ai envoyé mon manuscrit. Je me suis dit est-ce que je dois mettre le nom d'une fille sur le manuscrit ? On va me dire on voit tout de suite que c'est un garçon qui parle. Je savais pas. Tout ce que je savais, c'est que les ados américains masculins que j'avais rencontrés m'intéressaient bien moins que les filles, qui c'est un peu impensif, mais elles étaient plus ouvertes, elles étaient plus mûrs que les garçons que j'avais rencontrés, même s'il y avait des garçons formidables. Moi, depuis que je suis jeune, on me dit souvent autour de moi, mes amis, dans les relations sentimentales, que j'ai plutôt tendance à réagir comme une fille dans la façon que j'ai d'aborder les sentiments et l'amour. Et c'est peut-être ce qui fait que 3, quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas à l'aise, ça frottait quand j'écrivais avec un garçon, poum, et quand j'étais avec une fille, j'étais vraiment bien. Et 4, donc en plus de cette notion d'aisance que j'avais avec elle, je me suis entouré de 8 filles que j'ai choisies, qui avaient été autour de moi dans le lycée de Puce, qui correspondaient, chacun avait un peu un trait de caractère de Puce, et on a fait un peu un cercle VIP comme ça, et je leur ai posé des questions, elles étaient prêtes à chaque étape de la relation avec Eden, etc. Je leur ai dit tiens, là tu réagis comment ? Est-ce que tu en parles à quelqu'un ? Est-ce que tu en parles à ta meilleure amie ? C'est ton petit focus gros. Ouais, exactement. Et ça m'a permis, alors je l'ai fait à plus grande échelle pour tous les élèves, pour certaines autres questions, mais là vraiment pour les filles, elles m'ont permis de comprendre le quotidien des filles, l'intimité des filles. Moi j'ai halluciné des détails qu'elles m'ont donné sur leur vie intime. Elles m'ont fait confiance. Alors certaines m'avaient eu comme prof, donc ça montre quand même la confiance qu'elles avaient. Elles savaient pas. Peut-être craquer aussi. Hein. Je pense pas, non. Et elles savaient. Je sais pas. Non, je crois pas. Et je pense et puis elle savait pas ce que ça allait, mais bon, elle savait pas ce que ça allait devenir, elle savait pas si ça allait être lu ou pas, elle savait que je voulais le publier, etc. Elles ont été super, elles ont été incroyables parce que sans elles, je pouvais pas l'écrire. J'avais une partie de moi qui était prêt comme un acteur à essayer de devenir une fille, mais il y avait toute une partie de moi qui était pas prêt et j'avais besoin de cette aide-là qu'elles m'ont fournie. Et donc je suis toujours resté proche des filles, même pour la suite. J'ai des amis qui sont gays, j'ai des amis qui sont bisexuels, mais voilà. Et donc des fois je pose des questions quand je sais pas, et puis je fais un peu le mix pour savoir tiens, qu'est-ce qui me paraît cohérent pour mon livre. Voilà. Il y a des passages où ça a bloqué un petit peu plus, ou que c'était un petit peu plus compliqué, ou c'était vraiment assez rapidement, il y a eu ce flow qui était présent, et finalement un truc après l'autre, vivait une synchronicité après l'autre. Ça t'a quand même fait halluciner, parce qu'il y avait une certaine magie autour de ces livres qui fait que tu t'es senti embarqué dans quelque chose de plus grand. Je veux dire, comment tu as vécu cette créativité et cette écriture ? Le premier, ça s'est bien passé. C'était surtout de l'organisation, parce que j'avais des montagnes de notes que j'avais ramenées du lycée, donc ça a été un peu. Moi, j'ai un peu des tocs, donc je suis très organisé, donc j'ai un peu du mal quand tout est un peu chaotique. Et là, c'était le cas, quoi. J'avais tout noté sans catégorie, donc c'était un peu le cauchemar pour moi. J'ai Lune était plus dur. J'ai mis 2 fois plus de temps à l'écrire parce que j'avais cette pression un peu des lecteurs. Et eux me mettaient pas de pression, mais moi je la ressentais parce que je me disais je peux pas les décevoir. Ils le mettaient tellement sur un piédestal le premier livre que je pouvais que me planter en gros. Donc je me suis dit
je l'ai fait parce que je me suis dit déjà je vais les surprendre, je vais l'emmener au Japon, je vais faire quelque chose de différent, je vais faire des trucs un peu surprenants, mais j'avais super peur de ça. Et puis il y a eu particulièrement une storyline dans le livre où Puce doit faire un choix sentimental. Ça a été l'horreur pour moi. J'ai écrit 5 versions, il y a des scènes que j'ai coupées qui étaient dedans, je faisais des choix complètement différents et j'ai mis du temps à mûrir ce choix avec elle en fait, parce que je souffrais avec elle. Parce que vraiment, quand on suit un personnage à la première personne, comme ça, on est super proche, on se mélange. Donc les émotions, elles sont là. Et donc cette scène-là, la scène où elle décide, etc., ce qu'elle en fait, j'ai eu beaucoup de mal à décider moi-même. Donc après, on fait un choix. L'écriture, c'est un peu un arbre de possibles et de choix tout le temps. On fait un choix qui mène à un autre choix. Donc j'étais pas tout à fait sûr de moi au début. Puis après, je savais que c'était le bon choix. Et puis je l'ai fait avec elle. Et puis voilà. Mais j'ai souffert avec elle pour ça, quoi. Et les lecteurs aussi, je pense, parce qu'il y en a qui étaient un peu en colère contre moi, d'autres qui étaient contents du choix, donc je savais que j'allais pas plaire à tout le monde, mais voilà. Et oui, parce qu'il y a forcément des choix, comme les fois où elle se montre en public, ou peut-être où il y a des professeurs qui apprennent que. Et est-ce que ça se passerait réellement comme ça dans la vie réelle d'un lycéen, où il y a d'autres camarades qui pointeraient du doigt comme quoi elle embrassait une autre fille, et est-ce que ce genre de situation se passe ? D'où est-ce que c'est venu ça d'ailleurs, cette idée de vouloir apporter une certaine forme d'autorité ou de jugement de la part de... Tu vois, il y a une situation qui est comme ça où elle se sent pointée du doigt, non ? Oui, mais alors forcément, ça se passe pas... en fait, ça dépend du nombre de lignes que je mets dans le livre. Parfois, il y a des lignes qui sont dans le livre où elles y sont, mais il y a des gens qui vont dire, par exemple, elle n'a pas eu de problème avec ses parents, ou elle n'a pas eu... Alors, il y a plusieurs choses au lycée quand même, il y a des choses aussi, il y a des tensions, elles sont dans le livre. Après, je me suis pas éternisé dessus parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus, parce qu'il y a d'autres auteurs qui le font bien mieux que moi, de parler des difficultés de s'assumer. Moi, c'était pas vraiment le sujet de mon roman, le sujet encore une fois c'était mon lycée et devenir amoureux. Après, elle a des difficultés, elles sont quand même dans le livre et juste quand même ça me fait penser aux parents. C'est un truc que c'était en fait un conflit entre deux de mes éditrices. Il y en avait une qui était tout à fait d'accord que les parents de Puce pouvaient très bien l'accepter et l'autre qui disait non, elle devrait quand même avoir des difficultés. Et celle qui était d'accord avec moi, c'est parce que ses parents, elle avait eu l'expérience peut-être d'être comme ça, et moi, mes parents, je sais que dans la situation de Puce, auraient réagi exactement comme ça. Donc j'ai fait ce choix-là. Après, forcément, quelqu'un qui a eu plus de difficultés avec ses parents va peut-être pas forcément se retrouver dans cette situation-là, et ça va lui manquer parce qu'il aura besoin peut-être de réflexion d'un personnage sur comment faire dans telle situation. C'est pas celle de Puce, voilà. Et c'est juste ce qui était juste pour le personnage à ce moment-là. Voilà. Après, je reviens juste sur le fait que l'école, elle est un peu utopique. Elle est vraiment comme ça. Elle est utopique dans la réalité. Quand on la voit, on se dit c'est pas possible. Donc le fait qu'il n'y ait pas de bullying, par exemple, les choses comme ça, il y a un peu des tensions sur Twitter entre eux, des trucs comme ça. Mais vraiment, il n'y a pas de harcèlement, il n'y a pas de choses. Bon, moi, j'ai pas vu, j'ai demandé à mes collègues, etc. C'est très très rare, on va dire. Donc oui, le bullying existe, le harcèlement existe, et le fait de s'assumer comme homosexuel ou bisexuel est difficile dans la majorité du temps. Aux États-Unis, en France, partout. Dans ce lycée-là, c'est pas trop le cas, ça se passe vraiment bien, et donc voilà, j'ai essayé de coller à ça, même si ça peut paraître un peu arc-en-ciel et doré, c'est ce que moi j'ai vu, et donc j'ai vraiment voulu le montrer, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais dire, ou des choses qui sont importantes par rapport à cette écriture, parce que je pense notamment à cette relation de Puce à Eden, et beaucoup de lecteurs se demandent s'il n'y a pas une part de vrai. On sait que tu es proche de ta graphiste et que vous avez créé plein de choses. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, ou est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus sur ta vie amoureuse ou autre ? Est-ce que tu as des petits secrets à nous dévoiler, puisque nous sommes là sur Internet entre nous ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. Personne qui regarde. Ouais. Alors Papaya, qui est mon ami, je réalise quand je dis ça en dédicace, je dis c'est mon ami ou ma copine qui fait les illustrations des Chevaliers des Gringoles. Je me rends compte qu'avec le possessif, moi, ça fait un peu ma petite amie. Non, Papaya, elle a un copain, elle vit en Allemagne, c'est pas du tout mon amoureuse. Après, c'est mon amoureuse, on va dire, artistique, parce que Aiden, ce qu'elle produit, artistiquement, graphiquement dans mes livres, ce que j'imaginais toujours ce que faisait Papaya, parce que voilà, il y a ce côté pétillant et marrant, à chercher toujours le petit truc rigolo, le petit détail, et c'est ça Papaya. Donc quelque part, c'est une forme d'admiration pour son travail. Ouais, complètement. Papaya, je l'aime d'amour pour ce qu'elle peut faire. Elle est l'extension parfaite de ce que j'écris dans Les Chevaliers des Gringoles. On n'est pas sur une acceptation de moi, d'un dessin qui correspond plus ou moins. On est
pile poil parfaitement dans ce que je voulais, parce qu'on discute, parce qu'elle comprend très bien, et donc c'est une super belle relation, mais qui a rien de, comment dire, de social en termes de, on s'est jamais vu en vrai, par exemple. Ça c'est un truc un peu dingue parce que je suis plus proche, c'est elle est dans le elle est très proche de moi, je suis très proche d'elle, mais on s'est jamais vu en vrai, et voilà, c'est bien aussi. Mais, oui, j'ai vécu la même chose avec mon artiste. C'est fou d'ailleurs d'être aussi proche, et maintenant avec les distances qu'on peut travailler comme ça avec d'autres pays, d'autres nationalités, et qu'il y a cette connexion qui est presque instantanée. C'est comme la Dream Team. Moi, j'appelle ça une Dream Team parce que c'est quand même fou d'être aussi, travailler autant en harmonie, et le talent attire le talent. On a envie de travailler avec du talent quand même. Ouais, et puis on n'a pas envie de changer ça. Moi, ça marche tellement bien que j'hésiterais à la rencontrer. J'aurais peur que ça casse un truc. Alors c'est un peu bête, mais ça arrivera sûrement. Ouais, c'est intéressant. C'est seulement 2018 qui permet ça, enfin les années dans lesquelles on vit. Donc il faut s'adapter, quoi. Et la partie love, non? Non, Joker là. On ne saura rien du tout alors. Non. Très bien, tu as tout à fait le droit de ta vie privée, mais peut-être qu'on va en savoir plus dans les prochains livres, les livres qui arrivent. Puce va être encore présente. Il y a de grandes chances que mes lecteurs et lectrices en apprennent plus sur, disons, ma vie sentimentale à l'adolescence dans mon prochain gros livre. Quand je dis gros, ça veut dire pour les jeunes adultes, Les Chevaliers des Gringoles, c'est un peu plus... La suite de celui-ci ? Non. Ce qui est compliqué, on me pose souvent la question de faire un 3e tome. Après, Puce arrive à 20 ans. Il est possible que ça m'intéresse de continuer avec elle et de montrer ce qui lui arrive d'ici 5-6 ans dans sa vie à elle. Pas dans ma vie à moi, hein, dans 5-6 ans quand elle a 25, 26, 27 ans. Mais Nathan, c'est un éditeur qui fait de la jeunesse, donc c'est un truc qui est un peu compliqué parce que du coup, on passe sur un roman qui est... même J'ai égaré la lune, c'est de la littérature jeunesse, mais finalement on tend vraiment à autre chose, donc c'est des questions qui sont un peu compliquées, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'écrivais un 3e tome, il faudrait plusieurs années pour la laisser vivre un peu de son côté, dans ma tête, et puis revenir vers elle, avec un S, avec des trucs intéressants à dire, parce que là j'ai vraiment tellement tout mis que voilà, ça sert à rien d'écrire un roman vide, juste pour décevoir tout le monde, qui dirait voilà, les 2 premiers étaient pas mal, ou c'était cool, mais le 3e, voilà, ça arrive assez souvent à plein d'artistes, c'est super dur, donc voilà, c'est pas trop à l'ordre du jour pour l'instant, mais faut jamais rien se... Oui. Le prochain, on démarre sur une autre histoire, qui va être plus en lien avec toi directement. Enfin, ça l'est déjà, mais là, ouvertement. Non, Coming out. Non, disons juste ce que je voulais dire, c'est que je vais retourner vers une époque. Voilà, ça devrait se passer en Bretagne à la fin des années 90. Donc forcément, ça correspond à la période où j'ai grandi et le lieu où j'ai grandi. Donc après, voilà, mes lectrices et les lecteurs sauront jamais ce que j'ai écrit, si je l'ai inventé ou si ça m'est arrivé à moi. Mais je dis juste, il y aura des choses forcément qui viennent de ma vie et de mon adolescence, comme un peu tous mes livres, hein, ça c'est sûr. Est-ce que tu te reconnais plus dans une fée, un gnome, un lutin, un ange ? Parce qu'on doit être avec ton petit bonnet, c'est quand même une petite référence. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un de ces personnages que tu parles de plus en fée à un moment, mais est-ce que tu ne serais pas plutôt un petit lutin qui se balade, qui met de la magie quand même ? Tu mets de la magie quand même dans tes livres et de l'inspirer. C'est inspirant. Alors, j'aime bien les korrigans, moi. Tu connais les korrigans, non ? T'es breton, je sais qu'il y a quand même la forêt de Brocéliande, c'est pas rien quand même. Ouais, les korrigans, c'est dans les Chevaliers des Gringoles, donc c'est un peu, souvent on confond les nains ou les lutins avec les korrigans, mais les korrigans c'est un peu la classe. Qu'est-ce qu'ils ont de différent ? En fait, ils sont un peu vantards, ils sont un peu prétentieux, ils sont hyper confiants, et ils ont un petit charme, et ils sont petits, mais voilà, ça. Et puis ils sont métamorphes, donc c'est un peu cool. J'aime bien, parce que j'aime bien les animaux. Donc ça me manque cruellement de ne pas pouvoir me transformer en animal comme tout un chacun, hein, je pense. Donc korrigan, ça me plaît bien. Et c'est vrai que le bonnet, il a atterri sur Gus dans Les Chevaliers des Gringoles. Il est un peu le même. Et si les lecteurs ont bien suivi, dans J'ai égaré la lune, c'est Sujin qui emporta un moment. Donc dans ma tête, l'inspiration de Puce pour écrire Les Chevaliers des Gringoles, puisque c'est elle qui écrit la série, c'était d'avoir vu Sujin avec ce bonnet-là de temps en temps. Voilà. Tu parles d'insectes, on se demande si tu es végétarien. Tu fais attention aux insectes, c'est quelque chose que là tout à l'heure il y a eu un petit incident avec l'insecte par rapport au verre d'eau. Est-ce que c'est quelque chose de très présent chez toi ? On est sur un 100% honnêteté, Lilou. Oui, ah oui. Quand même, j'espère que tu t'en es rendu compte là. Ça tombe bien, j'étais parti là-dessus aussi. Tout ce que je t'ai dit est vrai, donc c'est bien. Ce qui s'est passé au début de l'interview, c'est qu'effectivement j'avais un verre d'eau
j'ai vu une copine mouche, disons moucheron, qui était morte, donc j'étais un peu triste, et effectivement j'ai dû aller vider l'eau, on a dit bon bref, ça pose la question effectivement des insectes, beaucoup de gens en rigolent, ce que dit Puce c'est totalement ce que je pense moi, effectivement je fais super attention où je mets les pieds, alors je sais bien qu'on va tous tuer des insectes sans le faire exprès, mais non, je mange pas d'animaux. J'aime pas trop les étiquettes, c'est pour ça vegan, végétarien, parce que je pense que ça nous dessert souvent. Il y a un peu une mauvaise pub sur quelques véganes qui font un peu voilà. Et donc surtout en ce moment. Ouais voilà. Donc du coup moi je dis juste que je mange pas d'animaux. Si les gens me posent la question, je leur voilà. Et je suis assez en phase avec ce que pensent Aiden et Puce. Et ouais, j'essaie de faire attention juste parce que dans la mesure où personne ne sait vraiment ce que c'est la vie, c'est un truc qui me paraît énorme quand même la vie. Je trouve incroyable de prendre la position de l'arrêter pour un être. Je trouve ça incroyablement prétentieux et arrogant. Après, ça n'engage que moi, mais ça pourrait me faire pleurer effectivement d'écraser un insecte juste parce que j'ai décidé. Pour lui, sa vie s'arrête. Alors peu importe qu'il ait pas de conscience de tout ça, je trouve pas ça très important. L'important, c'est que c'est pas trop notre place d'aller faire quelque chose volontairement pour interrompre la vie d'autrui. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Voilà. Donc, juste un petit mot sur ton quotidien et ton environnement. Donc tu as des animaux de compagnie, quel est ton quotidien comme ça, ton environnement un petit peu pour qu'on comprenne dans quoi tu évolues? J'évolue, là en ce moment j'évolue à côté de la mer à Concarneau qui est en Bretagne. Voilà, ouais, c'est très joli. Et non, il y a un chat à la maison de ma mère qui a 14 ans, c'était mon chat à la base, mais bon, elle a un jardin et tout, donc il est heureux là-bas, donc je le laisse là-bas, il n'y a pas de souci. Et moi, j'ai pas d'animal parce que justement, je pourrais pas le rendre heureux avec les voyages que je fais, je suis pas sûr de pas repartir, etc. Donc pour l'instant, je peux pas m'occuper d'un chien de manière chouette. Donc du coup, voilà, je suis un peu seul dans mes livres, voilà, je vis par procuration ce que vivent mes personnages, voilà. Donc la mer quand même source d'inspiration. La nature. Ouais, l'iode est très bonne pour les balades et pour réfléchir ouais. Et les voyages, beaucoup de voyages. Tu nous prépares des petits voyages ? Je sais pas du tout. Franchement, les voyages c'est compliqué parce que souvent ça fait naître des livres, mais on n'a pas forcément envie d'écrire sur tout ce qu'on voit non plus. Il y a tellement de choses. Pour l'instant, en fait, je redécouvre, on va dire, la France et la Bretagne. Par exemple, j'étais jamais venu dans le sud de la France. Ce que je fais, la Bretagne, je la connaissais quand j'avais du coup 15 ans. Après, je suis parti. Donc le fait de la retrouver avec des yeux nouveaux et de me dire, mais en fait, j'apprécie beaucoup ça et ça et ça. Finalement, c'est un peu comme un voyage. Donc, surtout quand on a vécu longtemps à l'étranger, on apprécie différemment après la France. Hein ? Ouais, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. C'est vrai qu'on retrouve des choses, on se dit c'est sympa, et puis d'autres choses, on se dit tiens, c'est quand même étonnant. Donc ouais, c'est le fait de voyager, ça fait prendre du recul sur toutes ces choses-là. Ouais. S'il y a un message que tu voudrais laisser à la fin de cette vidéo, quelque chose que tu aimerais, quelque chose qui est important à dire pour toi par rapport à ces thèmes-là, ou à tes livres, ou je veux dire un message d'espoir, ou carrément un message que tu as envie de faire passer comme ça, quel serait-il ? Non, mais je veux juste m'adresser à alors ce que j'appelle la communauté de copinous et de copinettes qui sont sur Instagram. Je veux juste leur dire, parce que tout ce que j'ai à leur dire, ils le savent très bien, c'est dans mes livres. Donc j'ai rien d'intéressant à rajouter, c'est juste que je veux qu'ils soient conscients. Et surtout elles soient conscientes, faut le dire, on devrait mettre le féminin en premier pour le coup parce qu'elles sont vraiment en majorité, que je fais attention à chacune d'entre elles, à chacun d'entre eux. Je sais qu'ils sont là, ils commencent à grandir, c'est pas toujours facile de me rappeler les prénoms, mais chaque message que je reçois, c'est un peu la fête, c'est quand même, ils m'écrivent des trucs incroyables. Donc c'est un peu fou. Cet été, j'ai eu un message presque tous les jours pour me parler de leur lecture, de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils vivaient dans leur vie. Donc je veux juste qu'ils sachent que le plaisir qu'ils m'expriment, qu'ils ont ressenti à lire mes livres, pour moi c'est pareil, leur message et tout ça, j'en suis super conscient et super honoré et donc voilà. Je veux juste qu'ils le sachent si jamais ils voient la vidéo. J'ai une dernière petite question par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'avec un nombre de lecteurs qui grandit et tout ça, de followers, de fans ou autres, avec tous les réseaux sociaux, est-ce que les choses changent pour toi, ou tu arrives justement encore à garder ce contact et c'est encore gérable? Parce qu'à un moment, il y a quand même des étapes dans la vie d'un succès d'auteur, etc., de pouvoir garder ce lien intime que tu as dans l'écriture. Mais est-ce que tu arrives à... Je veux dire, le succès t'est pas monté à la tête? J'ai un peu le melon. Faut dire, j'ai un peu le melon. Non, sérieusement, j'en suis pas là du tout. Je veux dire,
suis pas Kanye West, c'est hyper, comment dire, c'est un peu local, c'est l'impression que j'ai. Après, c'est vrai que de plus en plus, ça devient difficile juste moi, je voulais juste me rappeler tous les prénoms, répondre à tout le monde. Alors, je réponds toujours à tout le monde, ça c'est sûr. Les prénoms, ça devient compliqué, mais non. C'est pas possible de satisfaire tout le monde à un moment. Surtout quand il me demande certaines choses un peu compliquées. Il y en a une fois, elle m'a demandé de lui dessiner les personnages. Voilà, par exemple, c'est compliqué, je suis pas dessinateur, donc je peux pas le faire, mais sinon non. Tu fais ton max. Je fais, voilà, ouais, je fais. Très bien, merci beaucoup, Erwan. Un bonheur de nous avoir pu passer ce moment et d'avoir dit oui à cette interview, parce que je sais que c'est un moment privilégié avec toi et c'est pas souvent que ça arrive. Donc merci beaucoup de m'avoir fait confiance et qu'on puisse diffuser cette vidéo à tous les lectrices et les lecteurs de tes livres. Je pense que ça va leur faire énormément plaisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, diffusez-la et encouragez, parce que je sais qu'il y a plein de jeunes femmes qui après ont passer les livres à leur mère ou offert à leur mère, et je trouve ça génial, ça passe de génération en génération, ça permet aussi de comprendre des choses et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et le courage d'écrire, parce que ça demande, c'est vulnérable, l'écriture mine de rien comme ça quand on s'expose. Donc j'ai égaré la lune, hein, et le prochain c'est non, c'est top secret, voilà, c'est ça. On vous embrasse très fort, gros bisous et à bientôt, au revoir.